Salut les bouseux, dans la continuité de nos œils du bouseux sur les dénonciations publiques, pour aujourd'hui je vous propose d'analyser deux témoignages publiés en début octobre 2023 et qui se placent dans le contexte du MeToo-gay. Ce sont donc des dénonciations entre jeunes homosexuels hommes. Alors, le MeToo-gay a été lancé par l'affaire Maxime Cochard, accusé, lui et son compagnon, de viol par Guillaume. Ça avait fait beaucoup de bruit, ça a lancé le MeToo-gay, et la plainte a été classée sans suite. Peut-être qu'un jour je prendrai le temps de me pencher sur ce dossier-là, mais il faut que je précise un fait qui est assez récent comme information, et que beaucoup de gens ignorent. L'information que beaucoup de gens ignorent, c'est que certes, Guillaume, le plaignant, s'est suicidé, et donc ce suicide a été mis sur le dos de Maxime Cochard, que ça serait une conséquence du viol présumé. Pourtant, entre-temps, c'est donc une histoire qui date de 2020-2021, je crois. Entre-temps, des informations sont sorties et on a appris, ça circule très peu parce que c'est un peu gênant, on a appris que au moins une des motivations du suicide de Guillaume, c'est qu'il a été lui-même accusé d'agression sexuelle au sein du milieu queer parisien. Je précise ça parce que je pense que c'est important. On a tendance à, quand on dit que quand même les dénonciations publiques, ça peut avoir des conséquences dramatiques, en général, on va répondre à cela par des contre-exemples en mettant en avant de riches hommes blancs, du style Depardieu, PPDA qui s'en sortent pas trop mal, etc. Ouais. Oui, non, mais pour les riches hommes blancs, oui, t'inquiète. Donc on est un peu dans cet esprit-là, de nier les conséquences en pensant que les gens qu'on accuse sont forcément des dominants à qui il ne peut rien arriver, en prenant des contre-exemples absolument pas représentatifs. Donc là, en l'occurrence, c'est quand même assez ironique. Bon, après, j'ai un humour de merde, mais c'est quand même assez ironique que le jeune homme qui a lancé le MeToo-gay, donc une vague de dénonciation au sein de la communauté gay, s'est lui-même suicidé suite à une accusation d'agression sexuelle. Voilà. Donc on garde ça en tête. Maintenant, on va s'intéresser donc au premier témoignage. Il y en aura deux, donc. Le deuxième sera un peu plus sérieux, même si je vais le traiter plus rapidement. Alors, le premier tweet a été supprimé entre-temps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envoyé un message privé au plaignant. Il ne m'a pas répondu. Peut-être qu'il n'a pas vu, on ne sait pas. Mais donc ce premier tweet supprimé nous disait « Call out, bonsoir, j'ai récemment pris la décision de m'exprimer sur ce que j'ai vécu pendant plusieurs mois et j'ai enfin eu le courage de rédiger un thread. Je vais aujourd'hui parler des échanges que j'ai eus avec Eli BDL de mars 2022 à novembre 2022, trigger warning, grooming. » Et en dessous, il y a une image qui met en avant le compte en question, le compte accusé, donc nommément. Ce compte accusé, entre-temps, a disparu de Twitter, il a été supprimé. Je suppose que c'est l'accusé qui a disparu face au déchaînement de haine, finalement. On notera tout d'abord que ça commence donc par trigger warning, grooming. Alors j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous connaissez ce mot, si vous le connaissez ou non, et si vous le connaissez depuis combien de temps. Parce que personnellement, j'ai commencé à m'intéresser sur ce terme-là de grooming avec cette dénonciation donc en octobre 2023. J'ai déjà vu passer ce terme avant, mais sans tellement m'y intéresser. J'ai l'impression que c'est un terme qui commence à se répandre uniquement depuis l'année 2023, en fait. J'ai trouvé des exemples qui remontent à janvier 2023, mais avant, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Donc c'est un terme qui est récent dans son emploi. Ça, c'est pas très bon signe, parce là, on est en train d'accuser quelqu'un avec un concept plus ou moins nouveau. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, on a besoin de se renseigner pour savoir ce que ça veut dire quand qu'on accuse quelqu'un avec ce mot. Là, c'est un peu suspect déjà. Alors si on se renseigne sur ce terme, ça renvoie à, on fait une recherche sur Google, on va tomber tout de suite sur la page Wikipédia qui renvoie au pédopiégeage, et on va tomber aussi sur des sites spécialisés dans la lutte contre la pédophilie. Et le grooming, alors la définition de ces sites spécialisés, le grooming, ça va être l'ensemble des procédés utilisés par des adultes
afin de manipuler des enfants à des fins sexuelles, en général sur Internet. Donc c'est des adultes qui cherchent à manipuler des enfants à des fins sexuelles. D'accord ? Voilà, ces 4 critères-là qui définissent le grooming. Hein. Le problème, c'est que là, la personne qui dénonce, elle a 17 ans, hein, donc t'es pas victime de pédophilie à 17 ans. Alors, quand des gens ont répondu à ce témoignage en disant « Mais attends, le grooming, ça renvoie à la pédophilie, t'es pas victime de pédophilie, là ». Alors on dit non, ouais, non, mais ça concerne aussi les mineurs, hein, en général. Hein. Donc on va élargir le terme, la définition de base, on va de ce mot donc qui n'est pas très bien employé, on va l'élargir. Ah mais en fait, c'est pas que la pédophilie, ça va être les mineurs en général. Hein. Et donc on commence déjà à faire de la confusion en fait. Hein, employer comme ça des mots, des concepts nouveaux, ça permet de produire de la confusion, et au lieu de parler finalement des faits, de l'accusation, de quoi on parle, ben on se retrouve à devoir débattre des mots qu'on emploie pour qualifier les faits. Donc c'est un peu le bordel. Bref, venons-en à la suite. Le plaignant nous dit « Je décide d'en parler car c'est un gros compte de gauche, qu'il gagne en importance au sein de son parti, le PS, et aussi car c'est un individu dangereux, et je ne suis pas sa seule victime, il a fait des choses bien pires que ce que vous lirez dans ce thread. » Donc là, coup classique, on dénonce quelqu'un parce qu'il est en train de devenir important, alors que, bon, quand tu es en train de devenir quelqu'un d'important au sein du PS, t'auras pas une grande carrière devant toi, hein. Non, mais plus sérieusement, voilà, c'est toujours le même truc, mais attends, gros compte de gauche, mais quel est le rapport, hein? S'il était de droite, tu l'aurais pas dénoncé. Il gagne en importance, oui, donc si t'es pas quelqu'un d'important, tu l'aurais pas dénoncé. On a toujours ce problème-là qui implique donc qu'il y a une volonté de nuire, hein, qu'on peut considérer légitime, hein, mais le fait est qu'il y a une volonté de nuire. Le but de la dénonciation, c'est bien de nuire à un statut social, en l'occurrence un statut politique. La légitimité pourrait se défendre si on considère que cette personne se sert de son statut social pour faire des choses malsaines. Dans ce cas-là, d'accord. Le problème, c'est que dans ce témoignage et l'autre, il n'y aura absolument aucun rapport avec son militantisme politique au sein du Parti socialiste. Hein. Aucun rapport. Je suis devenu mutu avec Ellie, hein, donc pour les gens qui ne connaissent pas, on s'est suivi mutuellement hein, sur Twitter au mois de juin 2021. J'ai encore 16 ans à l'époque. Le mec a 21 ans hein, au moment des faits. D'accord, Ellie a 21 ans. J'ai encore 16 ans à l'époque. On sympathise bien et on parle de plein de sujets liés à la politique, les thématiques LGBTQ+, ou encore des séries que l'on regarde. Je l'accepte même sur mon compte privé où j'ai une ligne éditoriale plus personnelle que sur mon compte principal. Je fête mes 17 ans et je déménage à Lyon pour mes études supérieures. Je connais mes premières expériences amoureuses et sexuelles à ce moment-là, que je relate sur mon compte privé. D'accord, très bien. On est donc avec un gamin qui a 17 ans et demi, il dira plus précisément après, 17 ans et demi, qui entre en études supérieures. Donc il quitte le lycée, il est en études supérieures, c'est un jeune étudiant. D'accord ? J'échange à ce sujet avec Ellie par message. Il fait à 2 reprises une remarque sur la différence d'âge, assez ironique vu ce qui va arriver. Alors il n'y a aucune ironie parce que dans les screens, il nous montre que l'accusé, Ellie, dit qu'un mec de 21 ans qui baise avec un mineur de 16 ans, bof, donc qui baise, hein, qui a des relations sexuelles. Notons qu'il n'y aura pas de relations sexuelles entre Andaïv et Ellie, donc c'est hors sujet. L'intérêt donc de montrer ça, c'est de faire finalement une attaque personnelle, hein, de montrer la personne que je dénonce n'est pas cohérente, elle est hypocrite, hein, c'est ironique, elle est hypocrite, etc. Donc pour nuire à son image. Ellie se montre très sympathique et affectueux dans ses tweets ou même par message. Il utilise souvent un certain smiley, et des surnoms affectueux comme chaton. Il est souvent présent quand je vais mal ou que je ressens un mal-être. C'est bien, hein, évidemment. Mais dans le contexte du thread, on comprend qu'il s'agirait voilà, de manipulation. Hein. Aux alentours de février-mars 2022, au détour d'une conversation, il me follow avec son compte NSFW, et de fil en aiguille, nos conversations vont devenir de plus en plus tendancieuses, voire complètement sexuelles. Je rappelle qu'à ce moment-là, j'ai toujours 17 ans et lui 21. Alors le compte NSFW, ça veut dire Not Safe for Work, de ce que j'ai compris, donc ce sont des comptes qui permettent, où on se concentre sur des trucs qu'on n'est pas censé regarder au boulot, donc en général du cul, hein, en général, ou des trucs hardcore, etc.
Alors les dates sont importantes puisque c'est donc aux alentours de février-mars 2022, leur conversation commence à prendre un caractère sexuel. Et ils ont commencé à discuter en juin 2021. D'accord? Donc de juin 2021 à, disons, février 2022, ils discutent, ils sont potes, etc. Il n'y a pas de problème. Donc 8 mois. Hein? Il s'est passé 8 mois entre le moment où ils commencent à discuter et le moment où leurs conversations prennent un caractère sexuel. Donc une situation banale. Hein, qui est plutôt en la faveur de l'accusé, hein, parce que ça montre qu'il ne lui a pas sauté dessus. Hein, contrairement à, si on regarde d'autres cas de témoignages avec voilà, des influenceurs qui vont cibler des abonnés de 16-17 ans, en général, les abonnés qui témoignent vont dire très rapidement il est devenu sexuel, ça m'a choqué, c'était pas le moment, c'était déplacé. Là, non, ça lui a pris 8 mois. D'accord? Et donc, c'est tout à fait normal et plutôt bon signe. Ce qui est intéressant avec ce fait-là, cette question des dates, c'est qu'il y a eu des commentaires pour dire « Ah, mais c'est la preuve qu'il a attendu patiemment comme un chat devant une souris. Hein. » Et donc, des éléments qui devraient être positifs pour l'accusé deviennent en fait négatifs, selon le point de vue. Alors, on pourrait se dire « Ah, bah, c'est une question de point de vue, personne n'a raison, personne n'a tort. » Sauf que ça tient pas, hein, cette histoire qu'il aurait attendu exprès qu'il prenne de l'âge, quoi. Hein. Ça tient pas, vu que les conversations ont commencé à être sexuelles quand il avait 17 ans et demi. Donc si le mec voulait exprès, hein, il aurait fait exprès d'attendre, dans ce cas-là, il pouvait attendre qu'il ait 18 ans, en fait. Ce qu'il n'a pas fait. Donc il n'y a pas eu de volonté consciente d'organiser la conversation de telle sorte à attendre le bon moment pour lui tomber dessus. Vu qu'il n'a pas fait ça au bon moment. Donc ça serait, si c'est un manipulateur, il est un peu con, quoi. Il me demande de lui envoyer des photos et des vidéos à caractère sexuel ou encore des messages audio. Il m'appelle régulièrement sa bonne lope, sa salope, sa chienne. À côté de ça, il me complimente sur mon physique pour que ses demandes passent mieux. Alors par rapport aux messages agressifs, on verra après que... Enfin agressif, voilà, oui, salope, chienne, ok, bon, c'est agressif, mais... ça peut se faire, ça peut être, il y a certaines pratiques où c'est le dirty talking, hein, ce sont des pratiques sexuelles qui peuvent être tout à fait acceptables si c'est consenti, bien sûr. Là, ce n'est pas présenté comme ça. Hein. Le plaignant ne nous dit pas qu'ils sont dans une relation consentie de type BDSM, c'est-à-dire où l'accusé joue le rôle du dominant et le plaignant joue le rôle du soumis. Ça, on verra, il va nous montrer des messages privés où on comprend cette relation-là, si on se renseigne, mais le plaignant ne nous dit pas ça. Donc ça nous donne l'impression que oh, le mec, il est vachement agressif, il parle cru, ah là là, ça se fait pas. Hein. Alors que c'était consenti, c'était dans un contexte de jeu de rôle sexuel, si vous voulez. Notons qu'il dit, à côté de ça, il me complimente sur mon physique pour que ses demandes passent mieux, ce qui relève donc du procès d'intention. Hein, c'est une situation tout à fait normale. Hein. Enfin, quelqu'un vous envoie des photos ou des vidéos sexy ou porno, etc., peu importe, hein, et vous dites ouais, t'es super sexy. C'est normal, en fait, de faire des compliments. Derrière, il n'y a pas une volonté de manipulation, enfin, pas forcément, ça peut être le cas, mais il faut le prouver. Hein. Il n'y a pas forcément de volonté de manipulation pour que ces demandes passent mieux. Hein. Sans qu'on soit en mesure de prouver qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Hein. Donc on est là, on est dans la télépathie, dans la capacité à lire dans la tête des gens. Pour la suite du thread, je vais simplement poster les captures d'écran de nos conversations et des messages que l'on s'envoyait. Je n'ai pas eu le courage de poster les conversations entières, car je ressens vraiment trop de honte quand je les relis. Alors, on va avoir une série de 3 tweets avec 4 captures d'écran à chaque fois. Ce sont des messages qui sont très crus, ce qui a choqué beaucoup de gens. Je ne vais pas tous les montrer parce qu'ils n'apportent rien concrètement. Je vous ai juste pris quelques extraits qui sont intéressants. Vous voyez ici le mec qui dit « c'est bien salope », l'autre qui répond « c'est toi la salope », haha, ok. En haut à droite, vous avez le plaignant qui dit « c'est hyper grave ce que tu dis, stop, mais MDR ». On voit donc qu'il y a un jeu entre eux, c'est tout à fait consenti et volontaire. Il y a plusieurs messages où
Quand l'accusé lui dit qu'il lui plaît bien, qu'il est excité, tout ça, l'autre, le plaignant, lui dit « Ah ouais, ah oui », hein, donc ce qui relève du consentement en fait, hein, ça montre que ça lui fait plaisir, hein, que ça l'intéresse. Donc on a ce genre de choses qui nous montrent que le plaignant est tout à fait consentant dans la relation et que ces échanges de textos, bien que violents, bien que crus plutôt, hein, très crus, tous ces échanges de sextos lui plaisent. Et ce qui est, je pense, le plus révélateur dans les messages privés qu'on a vus, c'est celui-ci où l'accusé demande, hein, « Il y a des techniques de dégradation que tu apprécierais, comment on peut bien te dégrader ?» C'est bizarre, hein, comment on peut bien te dégrader? Qu'est-ce que ça signifie, ça, hein? Ça signifie qu'ils sont dans une relation de type BDSM, dominant-soumis, hein, où le dominant, donc l'accusé, hein, demande de façon très claire, très explicite au soumis « Qu'est-ce qui te plairait? Comment je pourrais te dégrader? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui pourrait te satisfaire comme comportement de ma part, hein, pour satisfaire ton envie d'être dégradé, et donc notre jeu de rôle, hein, sexuel, mutuel et consenti. » Donc il n'y a aucune imposition. Le dominant sexuel, entre guillemets, ici, hein, le dominateur, hein, il est plutôt, pas le dominant, le dominateur, le dominant, il est en train de jouer un rôle de dominant pour plaire au soumis. Il le dit de façon très explicite, son but c'est de lui plaire. Et donc c'est là qu'on comprend que tous les messages ma salope, ma chienne, etc., qui, hors contexte, peuvent sembler choquants, parce que oui, bon, c'est pas une façon de parler aux gens, hein, normalement, mais dans un contexte particulier de jeu de rôle dominateur-soumis, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est comme ça qu'ils font. Mais ça ne sera pas mis en avant, hein. Il faut le comprendre par nous-mêmes en regardant les preuves, parce que le plaignant, lui, ne va pas mettre ça en avant, hein, ce que je trouve quand même un peu malhonnête de ne pas mettre ça en avant, quoi, hein. Alors évidemment, il nous le montre, hein, c'est déjà ça, mais justement par rapport à ce qu'il nous montre, il a dit qu'il y a une sélection, hein, des messages. Alors là, je vous mets l'ensemble des tweets. Donc en gris, on voit que là, c'est l'ensemble des messages envoyés par l'accusé. Et donc, dans les preuves, les captures d'écran qu'il nous montre, il y a quand même une surreprésentation des messages envoyés par l'accusé, hein, qui sont des messages très crus, hein, très sexuels, très crus, très directs. Et donc ça donne l'impression d'une submersion, hein, qui fait que beaucoup de gens ont été choqués. Alors que tout ça c'est cadré, hein, on n'a pas les réponses, on a très peu de réponses de la part du plaignant, hein. Donc c'est très sélectionné et ça donne donc une impression de submersion et donc de domination malsaine. Il y en a qui vont jusqu'à parler d'emprise. Sauf que évidemment tous ces messages-là ils sont sélectionnés. Avant d'aller plus loin, moi j'avais réagi comme d'autres à cette accusation en disant qu'il s'agit de revenge porn. Le revenge porn, bon, vous voyez à peu près ce que c'est, hein, pas besoin de le définir. Je trouve que ça s'apparente à du revenge porn parce que dans la pratique, dans les faits, il y a donc des messages à caractère sexuel qui sont des messages privés, hein, qui sont étalés sur la place publique alors qu'ils ne montrent finalement rien de répréhensible. On n'a pas de traces de manipulation, on n'a pas de traces de consentement qui serait outrepassé, on n'a rien, ce sont juste des messages privés sexuels qui sont étalés sur la place publique. D'où le fait que, déjà, au minimum, c'est de la divulgation de correspondances privées, dans le but de nuire. Très clairement, si l'accusé porte plainte, là, il peut gagner, hein, il peut gagner. Hein, le trade montre qu'il y a une volonté de nuire à son statut social au sein de son parti, en montrant des publications, en montrant des messages privés qui ne sont pas du tout dans l'intérêt public, hein. On peut montrer des messages privés s'il y a une légitimité, si c'est pour se défendre, si c'est dans l'intérêt public. Il peut y avoir de bonnes raisons, mais là on ne les a pas, les bonnes raisons de montrer ces messages privés. Et de plus, là où je pense que ça relève du revenge porn, même si je n'ai pas la preuve qu'il y a une volonté de se venger, par contre il y a quand même une volonté de nuire. Ce qui a très bien marché avec ce thread, c'est que, avec cette accusation, c'est que beaucoup de gens l'ont relayé en étant choqués par la crudité
et la violence des messages, hein, c'était ouais, je vais bien te péter le cul, tout ça. Il y a plein de gens qui ont été choqués de ça. Alors que ce n'est pas le caractère vraiment malsain, répréhensible, dangereux en fait des messages privés qui ont choqué, c'est plutôt leur crudité. Et donc leur caractère, finalement, leur caractère pornographique. Hein, c'est ça, hein, c'est le caractère pornographique des messages privés affichés au public qui a choqué plein de gens et qui a participé à mettre en avant cette accusation. Un détail que j'ai pas relevé, c'est qu'au moment où j'ai regardé dernièrement ce thread, le compte qui dénonce, il a 32 000 abonnés. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un compte avec 50 abonnés qui dénonce un gros compte. Non, on est déjà sur un gros compte qui dénonce quelqu'un, hein, et donc un compte qui a déjà de base une grosse portée. Hein. Et donc pour moi et d'autres personnes, on en reparlera, pour moi et d'autres personnes, tout ça, ça relève plutôt du revenge porn, hein, c'est-à-dire utiliser des messages privés à caractère pornographique, mais qui ne sont pas répréhensibles, dans le but de nuire à quelqu'un sur la place publique. On est sur, je pense, un cas de revenge porn. Bref, on va passer à la suite du thread. Hein. Alors ça va être rigolo. Hein. J'ai le déclic sur la situation aux alentours de novembre 2022. À ce moment-là, j'ai 18 ans depuis 3 mois. Alors, ah ouais, maintenant que j'ai 18 ans et 3 mois, je suis un adulte hein, et je me rends compte de ce que j'ai vécu quand j'étais encore un enfant, il y a 6 mois. J'ai un peu de mal à être bienveillant là, hein. C'est chaud là. Je me dis non mais quand même il se fout de la gueule du monde. Quand même, là. Voilà, c'est maintenant que j'ai 18 ans et 3 mois, je me rends compte de ce que j'ai vécu il y a 6 mois. Ça fait pas très solide, c'est pas crédible, hein, quand même, c'est difficile là. Bref, il continue, je publie en story Instagram un November Dump, une compilation de mes photos du mois. Il répond à la story en disant qu'il a envie de me faire un cum dump et que ce serait juste des photos de moi. Je partage ce message avec l'une de mes amies qui me fait comprendre que ce genre de message et d'échange, ce n'est pas normal et est plutôt inquiétant. Elle décide de l'enlever de son compte privé et de l'unfollow un peu partout. D'accord. Donc là, on a l'intervention d'une personne extérieure qui trouve que ce n'est pas normal et qui va donc influencer hein, le plaignant pour lui dire non mais c'est pas normal. Et donc avec ce terme de pas normal, c'est-à-dire, ça revient, c'est un terme qui reviendra souvent hein, dans cette accusation-là, c'est pas normal, c'est pas normal. On a l'influence extérieure, comme avait pu en témoigner Clémentine Morrigan hein, dans le texte qu'on avait lu ensemble il y a quelque temps. Alors l'influence extérieure, c'est pas forcément mauvais, hein, mais quand ça relève juste de l'opinion, ça peut être risqué. C'est-à-dire qu'on peut trouver que voilà, les messages très crus à caractère sexuel, c'est choquant, hein, tout comme on peut trouver que oui, bon, écoute, ça se fait. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Cette accusation-là, elle n'a pas été largement relayée, enfin largement applaudie, surtout elle a été très relayée, mais pas... Il y a eu un vrai clivage, si vous voulez. Hein. Il y a eu beaucoup de gens pour dire « Oh là, c'est horrible ce qui est arrivé », et beaucoup de gens pour dire « Mais non, mais attendez, de quoi tu parles? Il est victime de quoi ?» hein. Et donc là, le problème, c'est que le plaignant a écouté une personne qui était dans le camp de ceux qui trouvent que envoyer des messages à caractère sexuel de façon voilà, aussi crue, alors que c'est BDSM, hein, des messages aussi crus, c'est pas normal. Et donc, il a été influencé comme ça. Ellie s'en inquiète et m'envoie des messages pour savoir s'il a fait quelque chose de mal. À ce moment-là, je commence seulement à réaliser petit à petit ce que j'ai vécu. Donc on ne saura pas quoi exactement ce qu'il a vécu. Hein. Il parle de grooming. Quand des gens lui demandent « Mais attends, mais t'as vécu quoi? C'est quoi le problème en fait hein, T'as 17 ans et demi, t'es un grand garçon, tu fais des sextos avec quelqu'un de 21 ans. T'étais tout à fait consentant. Tes messages privés montrent que t'étais consentant et ça t'a bien plu. Donc qu'est-ce que t'as vécu? Ah, du grooming. Bon. Je le retire de mon compte privé début décembre et il me bloque immédiatement sur ce compte, preuve qu'il a quelque chose à se reprocher. Donc, deuxième pouvoir télépathique, hein, deuxième procès d'intention. Qu'est-ce qu'on a hein il nous dit qu'il l'a dégagé de son compte privé et en retour, le mec qui s'est fait dégager l'a bloqué.
Donc une réaction normale, hein, tu me dégages, je te dégage, ça ne prouve rien, ça ne prouve pas que c'est pas un aveu, hein, on comprend qu'il y aurait une sorte d'aveu, ça prouve qu'il a quelque chose à se reprocher, non, ça ne prouve rien, c'est pas une preuve ça. Hein. Il va tout de même reprendre contact avec moi et m'enverra des messages au moment de mon coming out par exemple, et donc on a un message envoyé par Ellie, qui est très gentil. Hein. Coucou chaton, j'imagine que c'était plus personnel, j'espère que tu sais que tu es un ami qui compte à mes yeux, je suis toujours là si tu as besoin, gros bisous. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de... Là, il n'est pas dans son rôle de dominateur, hein. Là, il est sorti de son rôle sexuel de dominateur sexuel, hein. Ce qui est donc tout à fait normal, hein. C'est pas une incohérence. Au mois d'avril, alors que je suis avec des amis sur Paris, il arrive à me trouver sur Grindr. Il m'envoie ce message, alors qu'il aurait très bien pu envoyer le même par message. Je ne l'avais pas bloqué là-bas. Bon, j'ai pas bien compris, mais bon. Et donc, l'accusé lui envoie « Peut-être que je n'ai pas le droit de demander, mais un jour, j'aimerais savoir pourquoi on s'est éloigné et pourquoi tu m'as bloqué. Mine de rien, t'étais un pote que j'appréciais beaucoup. J'espère que tu vas bien en tout cas. » Donc on n'a pas de pression, on n'a pas d'intimidation, on n'a pas de... on n'a rien de mauvais, on a un comportement qui est tout à fait normal et plutôt sain. Hein. C'est pas normalement un manipulateur, un prédateur, un quoi que ce soit, dirait... il exigerait en fait, il ferait des pressions, il ferait de l'intimidation, il aurait un comportement qui t'inciterait à te comporter d'une certaine manière comme lui il le souhaite. Mais là, c'est juste, bah écoute, je voudrais bien qu'on en parle, pourquoi tu me parles plus, hein, voilà, c'est tout. Je n'ai jamais eu le courage de lui répondre, ou même de lui dire que j'avais mal vécu tout ce qui s'est passé. D'accord, donc il l'a ghosté, voilà, il lui a jamais dit qu'il y avait le moindre problème, avant de le balancer presque un an plus tard sur la place publique en l'accusant de grooming, donc de manipulation quasiment pédophile. Quoi, hein. Sympa, sympa, sympa. Donc ils en ont jamais parlé, hein, d'accord? Ils en ont jamais parlé. On va pas parler entre nous, on va pas régler les problèmes entre nous, on va exposer ça sur la place publique. Normal, normal. J'espère que ce trade aidera les autres potentielles victimes à s'exprimer, à prendre la parole. Je relayerai chaque prise de parole. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Prenez soin de vous, cœur. On notera qu'il dit j'ai jamais eu le courage de lui dire que j'avais mal vécu tout ce qui s'était passé. J'avais mal vécu ce qui s'est passé, c'est faux. C'est faux. D'accord? Ça, c'est une relecture a posteriori des événements. On a pu voir sur les screens au moment des faits, au moment des échanges de sextos, que la situation lui convient, lui plaît, qu'il en est satisfait, qu'il est consentant, etc., qu'il accepte ses avances et qu'il accepte ses compliments et que ça lui plaît, que voilà, il participe. Il est tout à fait. Il ne nous a pas apporté aucune preuve qu'au moment des faits, il avait mal vécu la situation. Son idée que la situation, il l'a mal vécue, il a eu cette impression après. À partir du moment que quelqu'un, une personne extérieure, lui a dit que ce n'était pas normal et il a accepté cette influence extérieure. Il s'agit donc d'une relecture a posteriori des événements. Hein. C'est un truc qu'on retrouve de façon assez classique. Hein. C'est le consentement qui est retiré a posteriori. Hein. C'est-à-dire, sur le moment, j'étais consentant, mais en fait, plus tard, je me rends compte que non. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Beaucoup de gens ont très bien compris que, avec empathie, hein, ils ont très bien compris que là, le plaignant, bon, bah, ok, très bien, tu as honte d'avoir fait de tel sexto et que tu lui as envoyé, parce qu'on... Je vous ai pas montré, hein, mais ça parle quand même, on comprend qu'il lui a envoyé des vidéos pornographiques avec des godes et tout, donc on est sur du... voilà, il a envoyé C'était très cru, très porno, hein, leur sexto. Hein. Et des gens comprennent que, ok, t'as eu honte, après, hein, après avoir fait quelque chose, tu en as eu honte, très bien, je ne nie pas qu'il se sente honteux de tel sexto, mais ça ne lui permet pas de se considérer victime de quoi que ce soit, et en l'occurrence de grooming. Parce qu'il n'y a aucune manipulation et il était consentant. Beaucoup de gens, par exemple, ont réagi en lui demandant « Mais attends, mais t'es victime de quoi? T'étais consentante, t'es pas... » Plein de gens n'ont pas compris, c'est très mal passé. Donc c'est pour ça qu'il y aura un deuxième trade pour se justifier. Hein.
Alors donc le deuxième trade, le lendemain, hein, parce que c'est très mal, ça a été assez mal reçu, c'était très clivant, beaucoup de gens qui vont dire oui, t'es une victime de grooming, c'est un agresseur, c'est un prédateur, etc. Il y a eu ce camp-là, et il y a eu le camp des gens qui disent non mais attends, t'es victime de quoi? T'étais consentante, t'es à 17 ans et demi, tu entres en études supérieures, t'es un grand garçon, t'étais consentant, ça t'a bien plu, ok tu as honte, mais faut assumer, hein, c'est ça être adulte aussi, c'est faire des erreurs et les assumer après, hein, même si tu as honte. Mais c'est un peu facile aussi de ne pas assumer ce qu'on a fait au prétexte que ouais non mais en fait j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. C'est un peu facile pour assumer, pour ne pas assumer, au contraire, hein, pour ne pas assumer ce qu'on a pu faire, hein, de prétendre qu'on n'avait pas le choix, on était manipulé parce que j'avais 17 ans et demi. Et donc, il a fait un deuxième trade pour se justifier. Depuis la publication de mon trade, il y a eu beaucoup de réactions différentes. Je décide de revenir sur certaines d'entre elles qui m'ont interpellé. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont retweeté, commenté et m'ont envoyé des messages privés de soutien. Je prendrai le temps de vous répondre lorsque je serai un peu plus disponible. Merci. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien de se sentir écouté. Donc évidemment, hein, évidemment, les gens qui disent oui, t'es une victime, je te soutiens, courage. Évidemment, évidemment, on va plutôt... Évidemment, il va les écouter, évidemment, ça lui plaît, évidemment. Ensuite, les droitos et les fachos qui instrumentalisent mon call-out pour des fins politiques et pour taper sur la gauche. Je ne veux pas de votre soutien. Vous avez les mêmes problématiques au sein de vos partis, mais vous noyez le poisson et ce n'est jamais traité. Alors ça, ça, tu peux toujours le dire, hein, mais on peut justement se poser la question du problème stratégique. Hein, qu'à gauche, on peut pousser à dégager quelqu'un pour des sextos qui sont même pas répréhensibles, alors qu'à droite, non. Être fier de faire des purges, je suis pas sûr qu'il y a de quoi en être fier. Et c'est peut-être un petit peu se tirer une balle dans le pied, hein, je sais pas. Bref, revenons-en aux justifications. Les homosexuels qui m'accusent de revenge porn ou même de dummy shaming, vous êtes à vomir. Non, ce n'est pas du revenge porn que de publier les messages à caractère hyper sexualisant que j'ai reçus à 17 ans. Ce n'est pas normal de recevoir ce genre de messages quand on est jeune et que l'on découvre son homosexualité. Ce n'est pas normal, hein, toujours le critère de normalité. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, c'est comme... c'est indécent et problématique, quoi. Ce n'est pas normal, c'est indécent et problématique. Tu dis ça, t'as rien dit, hein. On imagine tout connaître et être maître de tout dans ces moments-là, mais ce n'est absolument pas le cas. Le grooming, ça inclut toujours de la manipulation émotionnelle sur quelqu'un de plus faible mentalement que soi. Ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que tu es faible, en fait? Parce que le mec, il a quand même 21 ans, il n'est pas non plus... lui aussi, il découvre la vie, hein, 21 ans, hein. D'accord? Donc, là, on a un petit problème. 17-21 ans, ça fait pas une grosse différence non plus, hein. Le mec là de 17 ans et demi, ouais ok, 17 ans, ok, techniquement il est mineur, mais bon, si on veut parler du fait technique, ouais, il est mineur, enfin, technique juridique, quoi, hein, il est mineur, oui, mais bon, c'est légal, donc non, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de manipulation. Et là, l'inconvénient, c'est qu'il nous dit il y a de la manipulation émotionnelle, il ne nous l'a pas montré, nulle part. Mais ça, il essaiera de se justifier qu'il est victime de manipulation parce qu'il est plus faible, qu'il est vulnérable, etc. Mais ça ne tiendra pas. Cela m'amène à un autre type de réaction, les gens qui estiment que j'étais en âge de raisonner, que j'avais la maturité sexuelle et que ça invalide ma position. Bon, bah ça c'est pour moi. Alors, quels sont tes arguments? Vous n'êtes et vous n'étiez pas à ma place. Ça commence mal. Enfin, moi aussi j'ai eu 17 ans, mon gars. Hein. Donc... Hein, je sais qu'à 17 ans, voilà, on découvre la vie, le sexe, mais on n'est pas non plus, complètement débile, si tu veux. On n'a pas 12 ans. On n'est pas incompétent, on n'est pas une petite merde incompétente fragile comme un enfant de 8 ans, quoi. Hein. T'as 17 ans, ça va. Mais attention, après, ça va être joli. Quand on se fait manipuler, encore plus quand on est jeune, c'est que bien souvent, on est en position de vulnérabilité. Quand on se fait manipuler, c'est qu'on est en position de vulnérabilité. Ouais, mais en quoi il t'a manipulé, en fait? Elle est où, la manipulation? Ouais, là, on est dans un raisonnement circulaire. J'ai été vulnérable, donc je me suis fait manipuler.
je me suis fait manipuler, c'est parce que j'étais vulnérable. Mais à aucun moment, il ne nous apportera la preuve de la moindre manipulation. Et ça, c'est un point important. Hein. On ne peut pas... si on prend par exemple le cas de l'affaire Norman, les plaignantes dans l'affaire Norman, elles ont pu nous montrer des screens, hein, des preuves tangibles, concrètes de Norman qui cherchait à faire pression, en fait. Qui leur disait de façon très explicite, en gros, si tu m'envoies pas des nudes, je te bloque et je te vire de mes contacts. Alors c'est minable hein, comme manipulation, mais techniquement, il y a une volonté de manipulation. Elles ont pu nous montrer d'autres cas de capture d'écran où Norman leur disait, en gros, oh bah écoute, là ce qu'on est en train de faire, ce que je te demande de faire, c'est normal quand on est adulte, alors que pas du tout. Hein, et donc ils se servaient de leur âge de façon volontaire, très explicite, pour les amener dans la direction que lui, il souhaite, et en raison de son âge, en faisant croire hein, qu'en raison de son âge, lui, il sait ce qui est bon, ce qui est juste, alors que pas du tout. Sachant qu'en plus, la différence d'âge entre... il avait quoi, 30 ans, dans les 30 ans, Norman, à ce moment-là, c'est pas 21 ans non plus. Hein. Le problème, c'est qu'ici, dans cette accusation, dans cette dénonciation publique, on n'a aucune trace de manipulation. Mais là, il va essayer de prouver la manipulation, sa vulnérabilité, hein, et il nous dit « Ici, j'avais peu confiance en moi et en mon corps, et j'ai pensé, qu'en me basant sur le regard d'un homme plus âgé, je me conformerai aux standards de la communauté homosexuelle, ce qui est totalement faux, et fuck les standards. » Son argument, c'est ça. J'avais envie de plaire à un homme plus âgé pour me conformer aux standards, donc je suis victime de manipulation, et cet homme en a profité. Sauf que ça ne tient pas. Ça ne tient pas, parce que ça, ce dont il nous parle, c'est une pression interne, en fait. Alors certes, une pression interne qui a des origines sociales, externes, hein, mais à la base, c'est lui qui a intégré cette pression interne et qui se l'est foutu à lui-même. À aucun moment, il ne nous prouve que l'accusé en a volontairement profité, il a fait exprès d'appuyer là-dessus, il n'a pas réussi à nous prouver ça. Donc ça ne marche pas. Là, c'est un coup très classique dans ces dénonciations publiques, c'est de rendre l'autre, un individu, responsable de ses propres pressions internes. C'est comme si quelqu'un de susceptible hein, prend mal, une personne de susceptible qui prend mal une phrase pour une attaque personnelle, alors que ça n'en est pas une, et elle rend l'autre responsable de se sentir agressé. Alors qu'à la base, c'est la personne susceptible hein, qui a déformé, qui a mal pris ce qu'on lui a dit. Je le répète, c'est quand même très important, c'est basique dans beaucoup de dénonciations, c'est de rendre l'autre responsable de ses propres pressions internes. C'est un petit peu là son truc, je voulais me conformer aux standards en me basant sur le regard d'un homme plus âgé. C'est comme si moi je disais, en tant qu'homme, hétéro, j'ai multiplié les conquêtes féminines pour me conformer aux standards de l'homme viril, alors que je voulais pas vraiment. Donc, les femmes qui ont couché avec moi, elles en ont bien profité et je vais les accuser de viol. Sans être capable de montrer qu'elles auraient cherché activement à en profiter. D'ailleurs, même si c'était le cas, ça ne suffirait pas, hein, mais en plus, j'arrive même pas à le prouver. C'est comme si on disait qu'une fille de 16 ans, 17 ans, qui serait la dernière vierge de son groupe de copines, elle se sent obligée de faire comme les autres et d'avoir une relation sexuelle, et puis elle chope un mec un peu au hasard voilà, pour avoir une relation sexuelle avec lui, parce que elle se sent obligée à cause de la pression sociale, elle va avoir une relation sexuelle, et puis après elle se dit « ouais, bon, en fait, j'étais pas prête », et elle va accuser le mec de viol. C'est comme si on avait cette situation-là. Sauf qu'évidemment, ça marche pas, parce qu'on peut pas rendre quelqu'un responsable de nos propres pressions internes. Et ça, c'est un truc très fréquent dans ces dénonciations publiques, c'est de se déresponsabiliser hein, en se prétendant victime, et on va accuser les autres, on va rendre responsables les autres de nos propres choix et de nos propres erreurs. Les gens qui estiment que le trade vaut rien et que ça sert à rien,
Au contraire, j'ai lancé la première pierre pour beaucoup d'autres victimes qui sont venues témoigner en public ou dans mes messages privés. Je n'étais pas un cas isolé et personne ne l'était. Bon, après, ça part un peu en couille. Hein. Après, il devient un peu gênant. C'est toujours « Mais pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt? Pourquoi tu portes pas plainte ?» Mais quand on a enfin le courage de s'exprimer, on se fait traiter de menteur, d'hystérique et on nous accuse de vouloir doxer nos agresseurs à base de revenge porn. Alors, je pense que personne lui a demandé, lui a dit « Mais pourquoi tu portes pas plainte ?» Parce qu'on se rend bien compte que ça sert à rien de porter plainte. Pourquoi? Pourquoi tu porterais plainte en fait? Il n'y a rien, hein, il n'y a aucune matière. Mais on voit ici qu'il se sert, hein, on nous accuse de vouloir doxer nos agresseurs, hein, il se sert des autres victimes, hein, pour créer comme ça un effet de groupe, hein, s'en prendre à lui, le critiquer lui, c'est s'en prendre à toutes les victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est quand même très, très malsain, c'est une forme d'appropriation de la parole des victimes. Hein. C'est très vicieux parce que là, pour le contredire, ben, faudrait être une victime. Vu qu'il en appelle à ça, hein, comme il disait tout à l'heure, vous n'êtes et vous n'étiez pas à ma place. Hein, on a, juste après le tweet, il dit « Arrêtez d'illégitimer la parole des victimes et des concernés ». Donc là, il parle de lui. Hein. C'est « Arrêtez d'illégitimer la parole des victimes, arrêtez d'illégitimer ma parole ». Il s'approprie, il s'autoproclame victime et ensuite il réclame les droits, pour ne pas dire les privilèges, qu'on associe aux victimes, aux personnes concernées. Hein. Arrêtez d'illégitimer la parole des victimes et des concernés, parce qu'après, vous vous étonnez qu'on n'en ait pas parlé, au final, pour vous, ce sera toujours de la faute des victimes. Voilà. Donc, il s'autoproclame victime et réclame donc les droits, pour ne pas dire les privilèges, qu'on accorde aux victimes, hein, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les remettre en question. Hein, et que le soutenir, c'est soutenir toutes les victimes, et donc aller contre lui et remettre en question sa parole, c'est remettre en question la parole de toutes les victimes. C'est vicieux parce que, je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la parole des concernés, LBM 94, toutes les victimes ne se valent pas. Hein. C'est-à-dire que c'est facile de se déclarer victime quand tu l'es pas vraiment. Hein, quand tu n'as pas vraiment la honte d'une vraie victime, quand tu n'as pas vraiment la pression psychologique d'une victime. Quand tu n'es pas victime, c'est facile de se déclarer victime. Hein, tout le monde le fait, tout le monde est victime de tout dans la vie, hein, c'est de toute façon. Hein. Les bourreaux d'ailleurs, les gens qui ont un comportement de bourreau se prétendent victimes. Hein, tout le monde se prétend victime, donc déjà on a un premier problème. Ensuite, toutes les victimes ne se valent pas parce que se déclarer victime pour des sextos que tu n'assumes pas, ça c'est pas compliqué, quoi. Hein. Mais se déclarer victime pour voilà, un père incestueux qui te violait, te faisait boire de tes 5 à 10 ans au point que tu es sombré dans l'alcoolisme à 12 ans, hein, et ça va être plus difficile de se revendiquer victime sur la place publique avec une histoire aussi trash. Hein. Donc, moins les victimes ont de choses sur le cœur, et plus il sera facile de leur parler. Ça signifie que quand on parle de la parole des victimes, en fait, c'est un groupe de victimes assez spécifique, assez restreint, où ça sera finalement les gens qui ont le moins souffert, qui vont plus prendre la parole. Et à l'inverse, les gens qui en ont vraiment chié, on ne va pas les entendre, parce que ça va être plus difficile de se déclarer victime, déjà, et aussi que les gens qui ont souffert largement, qui ont de sévères traumas, bah, ces gens-là, ils ont autre chose à foutre, hein, ces personnes-là ont autre chose à foutre que de faire la chasse aux gens qui se servent de leurs paroles dans leur intérêt personnel. Donc ici, les vraies victimes de grooming, de pédophilie, qui ne sont pas d'accord avec son accusation là, ben, on va juste pas les entendre, en fait. On va juste pas les entendre, alors qu'il appelle, hein, à légitimer sa parole au prétexte au prétexte des autres victimes, au prétexte du collectif. Et j'ai bien dit que le statut de victime est un privilège. Alors je dis pas qu'être une victime, c'est un privilège. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que
avoir le statut de victime, c'est un privilège, en tout cas dans ces milieux militants, parce que quand tu es victime, on ne peut pas remettre en question ta parole. On ne peut pas te dire, mais quand même, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu éviter cela. Ça se fait pas, parce que ça serait de la culpabilisation de la victime. Ça, c'est un privilège, le statut de victime, une fois qu'on l'a, et c'est pour ça qu'il veut absolument être considéré comme tel, c'est pour obtenir les droits et les privilèges, c'est d'avoir ainsi un pouvoir d'autorité sur les autres. C'est pour ça que c'est un privilège. C'est qu'une fois qu'on est considéré comme victime, on a des droits sur les autres. On a un argument d'autorité, on a le droit de la parole des concernés qui peut dire aux autres « t'es pas à ma place, donc tu fermes ta gueule ». Et ça, c'est un putain de privilège, hein, l'autorité. C'est très bien, c'est très intéressant, hein, ça, d'avoir de l'autorité sur les autres. Hein. Il y a plein de gens comme ça. Hein. Et il dit enfin, il y a clairement un problème structurel dans la communauté gay sur la manière dont les gays plus âgés veulent apprendre l'homosexualité aux plus jeunes en les hypersexualisant alors qu'ils sont mineurs à peine majeurs, et tant qu'on continuera de le nier, on n'avancera pas. Là, c'est pareil, récupération. Là, c'est de la récupération. Parce que c'est quoi le rapport avec le sujet, là? C'est quoi le rapport? C'est où est-ce que l'accusé avait comme motivation, comme argument de lui apprendre l'homosexualité? Nulle part. Ensuite, les gays plus âgés, ça, c'est un... en fait, il se réfère aux hommes gays, et ça, bon, ça c'est un vrai problème, hein, c'est un vrai sujet, en tout cas. Les hommes gays de 40, 50 ans, voire plus, qui vont quand même cibler spécifiquement des jeunes de 20 ans en leur disant « ouais, je vais t'apprendre, je vais t'introduire... » Je vais t'apprendre ce que c'est l'homosexualité, la culture gay, etc. Bon, bah, des fois, ça peut être malsain. Des fois, ça peut être malsain, des fois non. Hein, mais ça, c'est un truc dont... Il est légitime d'en parler. Hein. Sauf que, c'est quoi le rapport? Le mec, il a 21 ans, c'est pas un vieux gay. Hein. Le mec qui est accusé, il a 21 ans. Lui aussi, c'est un jeune gay. Lui aussi, c'est la cible des mecs de 40, 50, 60 ans. Hein, donc, il n'y a aucun rapport. Et enfin, il parle de problèmes structurels. Non, mais d'accord, très bien, mais bon, si tu veux parler de problèmes structurels, tu ne le fais pas en ciblant quelqu'un spécifiquement et nommément. Donc, il n'y a aucun rapport. Là, à nouveau, on est dans la récupération. Il va justifier son initiative personnelle dans son intérêt personnel, de régler ses comptes interpersonnels avec une autre personne en prétextant la parole des victimes, le problème structurel, etc., etc., alors que ça ne tient pas, hein, c'est de l'opportunisme, ici, c'est de la récupération. Donc ce trade a été très mal reçu, il y a beaucoup de gens qui ont demandé « mais attends, mais t'es victime de quoi hein ?» Bon, on va voir quelques réactions avant de passer au deuxième témoignage. Je suis assez choqué de ce que j'ai lu sur 2020-2021, je le suivais un peu, donc là c'est l'accusé, hein. Je suivais l'accusé un peu et il avait posté beaucoup justement sur le respect de l'autre, le consentement, etc. Ça me donne la nausée de voir qu'on est encore avec un « fais ce que je dis, pas ce que je fais, courage à toi, bise ». Là, voilà, attaque personnelle, hein, enfin ad hominem plus précisément. Hein. Le fait que l'accusé ait pu tenir des propos favorables au consentement, par exemple, c'est retourné contre lui pour aggraver son cas, hein, en sous-entendant l'hypocrisie, etc., alors qu'on n'a pas vu un non-respect du consentement, au contraire. Un homme qui a de l'ascendant sur une personne par son âge, sa force ou sa position et en profite pour toucher, agresser ou violer, asseoir son emprise, t'en vois tous les jours et pas que chez les gays, c'est un problème sociétal, qui touche gays, femmes et enfants. Là, on est dans la logique qu'il y a un ascendant. Si une personne a un ascendant sur une autre, alors elle en a forcément profité. Non. Ça part du principe que si une personne a un ascendant sur une autre, alors elle en a forcément profité voilà, de façon systématique, alors que ça ne marche pas comme ça. Je me permets d'ajouter mon grain de sel, cette histoire fait débat et on minimise l'agression parce que c'est deux mecs. Mais quelle agression! L'homophobie, c'est pas que dire « j'aime pas les gays », c'est de traiter la sexualité homosexuelle comme un monde à part où on banalise le grooming et l'agression. Voilà, donc si vous ne voyez pas l'agression, vous êtes homophobe. D'accord, très bien. Tous les gays trentenaires qui essayent de normaliser les relations 16-21 ans, votre génération finit à la pisse là. Alors déjà, c'est pas un argument, mais j'aime bien ça. C'est déjà, on a un petite déformation, on passe de relation 17-21 à 16-21, hein, petite magouille. Hein.
et surtout les gays trentenaires qui essayent de normaliser les relations. Vous voyez, petit tour de passe-passe rhétorique. Hein, si vous trouvez que il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de grooming, il n'y a pas de pédophilie, si vous trouvez qu'il n'y a pas de problème, c'est que vous cherchez à normaliser. Et ça, c'est mal, toujours, hein, le fait de normaliser. Hein. Alors que non, c'est juste que c'est pas... Moi, je trouve pas qu'une relation 16-21, je trouve pas que ça soit bien, je trouve pas que ça soit normal, mais je peux pas y faire grand-chose. Je trouve pas que ça soit forcément un problème. Ça veut pas dire que c'est normal. Moi, il y a plein de choses que je trouve pas normales, hein, mais je les accepte parce que je suis tolérant, en fait. Par exemple, les gens qui trouvent excitant de se pisser dessus, je trouve que c'est pas normal, mais je vais pas les afficher sur la place publique en disant regardez-les, c'est pas normal de faire ça, il faut qu'ils perdent leur boulot. Non. Donc et puis là, le truc de votre génération finit à la pisse, là, écoute mon petit, écoute, petit con, si tu veux aller sur le conflit générationnel, très bien, d'accord, très bien. Parce que moi, là, ce que je vois, c'est des gamins de à peine 20 ans qui n'ont aucun recul, qui sont choqués pour rien et qui donnent des leçons de sexualité, de la bonne sexualité, de la sexualité normale, alors que vous êtes à moitié puceau. Pour moi, vous êtes au même niveau que les curés qui donnent des leçons pour savoir ce qu'il faut faire avec son cul. Alors, de quoi tu parles? T'es à moitié puceau, là. C'est bon. Non, mais sérieux. La génération finit à la pisse. Moi, à ton âge, je niquais des mamans, moi, monsieur. Je niquais des meufs de 40 ans, moi. Et je n'étais pas plus malheureux. Ça fait 15 ans que je nique des mères. Ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Prenez exemple, les jeunes. Non, mais sérieux. C'est toi qui finis à la pisse, là. Non, mais de fou. Si vous voulez pas qualifier ça de pédophilie, soit, et j'entends, mais c'est au moins chelou, plus, et il y a largement de quoi hausser les sourcils. Oui, non, mais hausse les sourcils si tu veux, mais le sujet, là, c'est qu'on est en train de balancer un être humain, un individu, en l'accusant de choses qui ne sont pas répréhensibles, en fait, hein, qui ne sont pas en l'accusant de choses fausses, en l'accusant de manipulation, en appelant à lui pourrir la vie, hein, à détruire son engagement politique. C'est pas justifié. Tu trouves que c'est pas normal? D'accord, mais tu peux le garder pour toi. Ce côté de... Il y a vraiment une dérive dans ces dénonciations publiques, parce qu'à la base, tout ça, bon, ça vient de MeToo. On a eu une première dérive avec Balance ton porc. MeToo, c'est d'abord des femmes qui, notamment, hein, qui témoignent de leur vécu individuel, en majorité sans nommer personne. Bon, d'accord, très bien. Ensuite, on a Balance ton porc. Là, on commence à accuser nommément des gens pour obtenir justice sur la place publique. Déjà, c'est pas pareil. Et là, on a une deuxième dérive où, en fait, on va s'en prendre à des comportements déviants, finalement. Hein, parce que ça, le côté c'est chelou, c'est pas normal, vous voulez normaliser ces relations, ouais, on s'attaque à des comportements déviants, en fait. Et ça part loin. J'ai vu, par exemple, dans le même lot que des youtubeurs accusés de viol, agression sexuelle, corruption de mineurs, j'en ai vu une de ces accusations, c'était une accusation de zoophilie. Zoophilie. Hein. Et, sauf que quand on regarde, on a quoi? On a le mec qui est accusé d'avoir un compte secondaire avec du fantasme furie. Et donc ça, à partir de fantasme furie, qu'on peut trouver un peu chelou, d'accord, hein, mais à partir de ça, à partir de fantasme furie, il va être accusé de zoophilie, le mec. Alors que, voilà, et donc on va avoir des gens comme ça qui sont choqués. Oh là là, il trouve ça excitant qu'il y ait des animaux anthropomorphes qui baisent. Il trouve ça excitant de baiser en costume de Pokémon. C'est pas normal. Vite, balançons-le sur la place publique. Waouh, chaud. C'est de la zoophilie. Non, c'est pas de la zoophilie, puisque c'est pas des animaux, en fait. Ce sont des animaux anthropomorphes. Donc c'est pas de la zoophilie, le furie. Hein, moi, je suis pas furie, d'accord, hein, mais bon, ça fait de mal à personne. Mais c'est pas parce qu'on trouve ça chelou ou bizarre
anormal, hein, donc ça sort de la norme, ouais, donc on va balancer ces gens sur la place publique en les traitant de zoophiles, alors que c'est pas de la zoophilie, puisque c'est pas avec des animaux. On peut trouver, c'est quand même pas nouveau, hein, le fait de s'animaliser pour des raisons sexuelles, hein, les bunnies de Playboy par exemple, ou Catwoman. Bon, Catwoman, c'est pas de la zoophilie si on la trouve sexy avec son costume en cuir et ses petites oreilles quand elle fait miaou. Hein. C'est pas de la zoophilie ça, parce que c'est une femme déguisée en fait. C'est un déguisement, c'est pas des animaux. Donc là on est bien dans la dérive hein, de pointer du doigt des comportements déviants, au lieu de pointer du doigt, au lieu de dénoncer voilà, des violences, bah non, on va dénoncer la déviance sexuelle. Ok, super, bien, génial, bravo les jeunes. Oh, on a quelqu'un voilà, qui dit j'ai moi-même été groom plusieurs fois, dont une fois par un homme de 30-40 ans, alors que je n'avais même pas 14 ans, etc. etc. Ouais, non mais 30-14, c'est pas 21-17. 30-14, c'est interdit en fait. C'est. Bon, vous voyez, on mélange tout, on compare tout et n'importe quoi, c'est l'abstraction. Hein, les choses ne sont pas regardées pour ce qu'elles sont, on va tout mélanger. Non, ce n'est pas la victime de dire non, de poser des limites. Vous voyez, le statut de la victime, ça implique qu'on ne peut pas te dire ben, pourquoi tu as dit non, pourquoi tu n'as pas posé tes limites, alors que ça n'a pas de sens. Parce que si la victime dit il a passé mes limites, ouais, mais est-ce que tu lui as donné tes limites? Ah, mais je suis une victime, je n'avais pas à le faire. Ah ouais, non, mais c'est pas cohérent en fait. Ça marche pas ton truc. Faudrait en parler de ce problème de vieux gays qui rôdent autour des 18-25. C'est un cas hyper rampant dans la communauté. Ah ouais, non mais d'accord, mais le mec qui est accusé, il a 21 ans, c'est pas un vieux gay. Je veux bien qu'il y ait une manie au jeunisme dans la communauté gay, d'accord, hein, mais à 21 ans, t'es pas vieux, d'accord? Donc, on est là encore, on sort du sujet concret et on en fait un cas général qui sort complètement du sujet. Hein. Bon, afin de vous montrer à quel point les gens qui soutiennent l'accusation ici sont très violents, on va voir un trade qui a été fait à part par juste un anonyme, enfin, type qui n'a aucun rapport avec le sujet. Alors il nous dit, tu as 21-22 ans et tu vas dire à un ado de 16-17 ans que tu veux lui déformer le rectum avec tes 20 cm. Et il y a des gens ici qui disent que c'est normal, que la personne problématique c'est la victime qui expose et qui fait donc de la revenge porn. Non, vraiment. Et toujours, ah mais c'est pas normal, vous trouvez ça normal? C'est pas une question de trouver ça normal, c'est une question de dire que c'est pas un problème en fait. Et on voit ici que le caractère cru des messages est utilisé hein, comme argument. Oh, regardez ce qu'il lui a dit. Bah ouais, mais si c'est consenti, c'est pas un problème en fait. Hein. Moi, s'il y a une meuf qui m'envoie un sexto où elle me dit j'aimerais sentir tes couilles claquer contre mon clito, hein, ça peut être choquant, hein, mais si c'est consenti, c'est pas un problème en fait. Hein. Elle a le droit, d'accord? Bah là, c'est pareil. On me l'a déjà envoyé ça ou pas? Ça me dit quelque chose. Ça devient trop facile de vous griller en tant que potentiel prédateur. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un prédateur, hein, vous êtes homophobe déjà, comme on a pu le voir, et vous êtes un prédateur. Hein. Moi, un mec de 17 ans m'avait DM pour me charreau quand j'avais aussi 21 ans, et quand il m'a dit son âge, j'ai tout de suite stoppé parce que ça me mettait très mal à l'aise. Tu fais ce que tu veux, mon gars. C'est ton droit. Mais c'est pas parce que toi tu le fais que tout le monde doit faire pareil. On voit ici que l'argument, cet argument-là, c'est moi je ne le ferai pas, ça permet de se distinguer. Cette dénonciation publique permet de se distinguer hein, des mauvais. Hein. Les mauvais, c'est ceux qui font ça. Oh, mais moi je le ferai pas. Hein. Donc il y a un intérêt personnel. Hein. Si l'autre clochard n'était pas gêné d'avoir envie de ken un ado, c'est que c'est juste un pédophile. Voilà, la pédophilie. Voilà. Donc, on a un mec en 4e année de médecine qui sort avec un mec en 1re année de médecine. Celui en 4e année, c'est un pédophile. D'accord? Très bien. Logique. Normal. Très bien. Depuis, ici, vous dites qu'il faut soutenir les victimes, etc. Le mec parle et vous défendez le prédateur. Ça pleure quand les viols et les agressions sont pas assez bien punis, mais relisez-vous un peu la honte d'avoir ce genre de rhétorique. Alors moi, la honte, je trouve que c'est plutôt ça, en fait, hein, c'est de se servir des victimes de viol et d'agression hein, pour légitimer de considérer comme victime
pour légitimer déjà d'accuser sur la place publique nommément quelqu'un qui pourrait quand même prendre très cher, qui pourrait se suicider. Hein. Là, il a disparu, moi je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce mec, mais il pourrait être mort, si vous voulez. Là, il pourrait être mort, hein. D'accord? Il pourrait avoir été agressé par des fascistes, il pourrait, ou par des gens qui ont eu en tête, allez, on va régler son compte à un prédateur pédophile, hein. Hein, on sait qu'il y a des gens qui peuvent devenir très 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 violents avec ça. Donc déjà il y a ça, hein, et se servir des victimes de viol et d'agression pour qu'un type se sente victime de sexto qu'il n'assume pas. Voilà, c'est tout, il a honte. Alors très bien, il a honte. Très bien, mais moi je veux bien le croire qu'il a honte, mais à un moment, bon, ben, c'est... Grandir, c'est aussi accepter d'avoir honte, hein. C'est assumé. Je veux dire, moi, quand j'ai fait, par exemple, des sextos avec une meuf et que j'étais un peu bourré et que le lendemain, j'ai eu honte, oh, putain, je lui ai envoyé ça, oh le con, oh, dans le dos de ma meuf, oh le con, la honte, hein. Bon, ben, j'ai assumé, hein. Je me suis pas mis à dire ouais, non, mais c'est elle qui a insisté, elle a profité de mon statut vulnérable parce que j'étais bourré, alors qu'elle le savait pas, donc, hein. Mais j'aurais pu m'en sortir comme ça, mais ça serait ridicule, parce que non, quand t'es adulte, ça passe pas, enfin, normalement, c'est pas censé passer. Bon, dernière réaction, là, hein. On a un type qui dit « J'ai été victime de pédophilie, j'avais 5-6 ans. À crier au loup pour une relation consentie entre un quasi-majeur et un jeune majeur, on oublie ce qui est vraiment un prédateur. » Voilà. Ce genre de dénonciation publique, de dénonciation au grooming et aux violences, alors que concrètement, ça n'en est pas, ça banalise. Voir de la pédophilie là où il n'y en a pas, du grooming là où il n'y en a pas, ça banalise. Ce que je vais dire, je sais que c'est un argument qui est souvent employé n'importe comment, mais c'est pas parce qu'un argument peut être employé pour de mauvaises raisons que l'argument est mauvais en lui-même. Ce genre d'accusation, c'est une insulte pour les victimes. Clairement, c'est insultant en fait de se présenter. Moi, je suis victime de grooming, quasiment victime de pédophilie pour des sextos. Mais évidemment, les vraies victimes, celles qui ont vraiment souffert, ben, déjà, elles vont avoir du mal à prendre la parole pour s'opposer à ça, parce qu'il y a le risque de s'en prendre plein la gueule, hein, parce que quand... j'y reviendrai. Elles vont avoir du mal à prendre la parole, et aussi parce qu'elles ont autre chose à foutre. Elles ont autre chose à foutre. Les vraies victimes, elles ont autre chose à foutre que de faire la chasse aux pseudo-victimes qui se foutent de la gueule du monde. Et de plus, on voit que dans ce clivage, les gens qui trouvent que, ouais, quand même, il n'y a pas de problème, en fait, là, l'accusation ne repose sur rien. Les gens comme moi, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut imposer comme anathème pour dire c'est mal? On peut dire, bah, t'es un petit con immature. Voilà, moi je dirais ça. Au pire, c'est un petit con immature. Et au pire, je pourrais dire, bah, tu risques quand même de pousser quelqu'un au suicide. Et là, c'est un risque, hein, qu'on peut balayer d'un revers de la main, on peut l'ignorer, on n'en a rien à foutre. Bon. Par contre, les gens en face, les gens qui trouvent que ouais, c'est grave, c'est du grooming, c'est de l'agression, c'est de la manipulation de mineurs, etc., ben, eux, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te traitent de prédateur, pédophile, homophobe. Et on voit qu'il y a une différence de violence qui fait qu'il y a un camp qui va être beaucoup plus violent que l'autre et qui donc va un petit peu dominer le débat, qui va forcer les autres à se taire, finalement. Parce que intervenir dans un cas comme ça, on voit très bien que c'est prendre le risque de se faire traiter de prédateur, de pédophile ou d'homophobe. Et c'est un peu chaud de prendre la parole pour défendre un inconnu au risque de se mettre en danger. Alors que les gens qui soutiennent, là, ils ne se mettent pas en danger, hein. Les gens qui soutiennent cette accusation ne se mettent pas en danger. Mais c'est là, dans cette situation, c'est les gens qui vont s'opposer à cette accusation, ce sont eux qui se mettent en danger, en se faisant soupçonner d'être des prédateurs, pédophiles, homophobes, et donc avec le risque qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait des vagues de harcèlement qui se mettent sur leur gueule, etc. Donc là, le danger, hein, on parle souvent témoigner, c'est difficile. Ouais, ça dépend des cas. Il y a des cas où c'est s'opposer à un témoignage qui devient difficile, parce que les gens qui soutiennent le témoignage vont être hyper violents.
Bon, je vais faire une petite pause et on va avoir ouais, 1h30 de rush là. On va voir le deuxième témoignage après. Alors non, en fait, avant de voir le deuxième témoignage, on va voir un petit truc que je trouve assez comique quand même. C'est-à-dire que il y a, de ce que j'ai compris, un proche d'Elie, quelqu'un qui est dans son entourage, qui en a profité pour lui balancer les crottes de nez. Hein, et vous allez voir le niveau. Il nous dit « Toujours est-il que quand on parle autant de consentement, de valeurs humaines et de valeurs morales, on essaie en général d'être propre sur soi, c'est-à-dire de ne pas coucher avec un gendarme avant de faire des leçons de morale, etc. etc. » Ah là, on en est là. Il a couché avec un flic. Il a couché avec un flic. Non mais... Alors, il donne des leçons de consentement alors que... Hein? Il donne des leçons de consentement et de valeur morale alors qu'il a couché avec un flic? Je suis pas très cohérent. Putain, mais sérieux, là. C'est du délire. C'est du délire. Non mais voilà, vous voyez le niveau quoi, du truc. On n'a même plus le droit de niquer la police maintenant. Des actes sexuels parfaitement déplacés. Des actes sexuels déplacés. Voilà. C'était à côté, quoi. C'était des actes sexuels qui étaient à côté, là, donc c'est déplacé. C'était problématique, indécent et déplacé. Bon, un peu de sérieux, on va voir le deuxième témoignage qui est plus intéressant. Un peu plus sérieux, hein, quand même. Ce premier témoignage a provoqué, comme ça arrive souvent, bon, une vague de gens qui en profitent pour pourrir la gueule du mec. Oui, bah moi, il a couché avec un flic, puis moi, une fois il m'a mal parlé, et puis il donne des leçons de morale, gna gna gna. Bon, c'est-à-dire la meute, hein, et dans cette meute, il y a eu quelqu'un qui l'a accusé d'agression sexuelle suite au premier témoignage. Alors, je rajoute un passage après avoir programmé la vidéo, je vais en profiter pour affiner un peu ma critique. Au réveil, j'y ai repensé et j'ai eu un déclic avec le sentiment de m'être fait un peu manipuler. En effet, j'ai eu l'impression que les deux témoignages sont spontanés, alors que pas du tout. Le premier témoignage termine en faisant un appel aux potentielles victimes, mais il commence en disant qu'il sait qu'il y en a d'autres. Donc pourquoi dire potentiel alors qu'il le sait? Ce n'est pas assumé. Étant donné que ce n'est pas assumé, ça donne l'impression d'une spontanéité alors que c'est volontairement synchronisé. Les deux témoignages vont se légitimer mutuellement par le nombre, alors que c'est faire une erreur très commune, un truc que tout le monde oublie, c'est ne pas vérifier la concordance des témoignages. Les deux plaignants disent « je ne suis pas la seule victime, je ne suis pas un cas isolé », alors que les deux témoignages parlent de choses complètement différentes. L'un c'est des sextos, l'autre c'est une fellation entre amants. À part en disant c'est pareil, c'est du sexe, ouais, enfin à part ça, il n'y a aucun rapport. Ça fait donc un effet de groupe qu'on peut retrouver dans le harcèlement scolaire. Vous prenez le type un peu bizarre dans la cour de récré, la meuf qui a des nichons avant tout le monde. Ah, t'inquiète, il y aura plein de gens qui auront des trucs à dire, mais ça veut pas dire que c'est fiable. C'est pour ça qu'il y a autant d'insistance à dénoncer le caractère anormal du comportement. Hein. C'est une chasse aux déviants. Alors bien sûr, dans le lot, il y aura des trucs pour lesquels on peut dire ouais, mais quand même, là, il y a un truc. Ouais, mais ça marche pour tout le monde, en fait. Si vous considérez que la coercition sexuelle s'est répandue, alors c'est logique d'en trouver facilement chez tout le monde. Ça justifie pas de cibler quelqu'un en particulier. Ça, c'est la stratégie du bouc émissaire, en fait. Allez, on reprend la suite de la vidéo. Dans les screens qui vont venir, je vais vous raconter ce que j'ai vécu comme une agression sexuelle de la part d'Elie en mai 2022. Ce que j'ai vécu comme tel. D'accord. Alors, le témoignage est assez long. Je vais sélectionner, je vais vraiment faire très court là-dessus. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des extraits du témoignage. Il y a 8 images en texte. Où la personne nous dit que Elie, c'est donc, il le voyait comme un de ses meilleurs amis, ils ont déjà couché ensemble, etc. Et ensuite, il décrit, en contextualisant, il décrit une scène où l'accusé aurait commencé à devenir sexuel avec lui et il n'a pas réagi. Donc le plaignant n'aurait pas réagi du tout.
Et d'après lui, donc il était en situation de tétanie, hein, il était en situation de sidération, mais il pouvait quand même parler. Et donc, d'après le plaignant, Élie lui aurait fait une fellation, finalement, sans s'être assuré de son consentement, et alors qu'il ne pouvait pas se défendre, entre guillemets, qu'il ne pouvait pas dire non parce qu'il aurait été tétanisé, hein, paralysé. Donc vous voyez, hein, sur la capture d'écran, je parle vite fait voilà, du problème, c'est que on a quand même une situation avec un contexte particulier entre deux personnes qui ont déjà eu des relations sexuelles. Alors attention, ce que je dis, ça ne signifie pas que si vous avez déjà couché avec quelqu'un, alors il faut tout accepter par la suite, il faut toujours dire oui par la suite. Non, c'est pas ça ce que ça signifie. Ça signifie que lorsque deux personnes ont déjà couché ensemble, notamment plusieurs fois, il y aura un contexte de confiance mutuelle qui normalement se met en place. Et donc non seulement la personne qui va agir est en droit d'être moins prudent, hein. Il est normal que quand tu couches pour la première fois avec quelqu'un, tu fasses preuve de beaucoup de précautions, et la deuxième fois beaucoup moins. Le chat. Oui, miaou. Tu pourrais dire bonjour? Mal poli. Et de la même façon, de la part de la personne qui reçoit l'acte sexuel, cette personne est censée quand même être en confiance, hein. Elle n'est pas censée perdre tous ses moyens, vu qu'elle est avec une personne qu'elle connaît. Donc son explication, voilà, je n'ai pas... je me suis laissé faire sans réagir parce que j'étais tétanisé, c'est quand même un peu bizarre, si vous voulez. Alors moi, je veux bien le croire qu'il n'a pas su quoi faire, hein, mais de là à parler de tétanie, d'état de sidération qui renvoie quand même à un état neurologique quand même assez important qui arrive dans des cas de violence ou de souffrance extrême, le problème c'est que là, la situation de souffrance et de violence extrême, moi je la vois pas, déjà. Donc ça sème quand même un doute. Comment l'accusé était-il censé voir qu'il y a un problème? On est quand même dans une situation qui est douteuse, hein, on ne peut pas en toute honnêteté dire « oui, oui, c'est bon, c'est une agression sexuelle, t'inquiète », parce qu'on est là quand même en train d'exposer quelqu'un sur la place publique en l'accusant nommément d'être un agresseur sexuel, et avec donc tout ce que ça implique comme jugement, comme une meute de gens, hein, qui vont lui tomber dessus. On sait qu'il y a déjà eu un cas de suicide d'un jeune gay, Guillaume, dont j'ai parlé en début de vidéo, qui s'est suicidé suite à ce genre de dénonciation publique. Donc on pourrait peut-être prendre les choses quand même, éviter de prendre les choses à la légère, hein, et de se dire, voilà, moi j'ai vécu ça, je vais accuser nommément quelqu'un sur la place publique, et tant pis pour les conséquences, voilà, parce que pour moi je l'ai vécu comme tel, donc... voilà, on peut l'accuser d'agression sexuelle. Alors que, bon, là, son truc, s'il porte plainte, rien qu'avec son témoignage, ça passera pas, c'est pas assez solide, hein. Va falloir qu'il le justifie, en fait. Son argument d'être tétanisé, mais pourquoi, en fait? Pourquoi t'as réagi comme ça? Qu'est-ce qu'il explique? Et surtout, dans ce témoignage, moi, ce qui me dérange quand même pas mal, c'est à la fin, il dit « Je suis persuadé qu'il fera un message pour répondre à ces accusations. Je n'ai même pas envie de le lire et je ne vous invite pas à le faire pour ne pas lui donner de visibilité tellement son comportement me dégoûte. » Donc, voilà, le plaignant présente sur la place publique sa version des faits, son accusation, et il appelle les gens à ne pas lire la version contradictoire. Alors, qui n'était pas obligé de le dire, ça, hein, c'est juste, vous pouvez juste parler, et puis voilà, vous n'êtes pas obligé de dire ça, hein, t'as aucune obligation à appeler les gens à ne pas écouter la version contradictoire. Donc pourquoi, hein, c'est très mauvais, ça, c'est très mauvais, hein. Donc moi je penche pas tellement en sa faveur. Bon, je vous laisse juger voilà, ce que vous en pensez de ça. Moi je suis... moi, je me dis tout simplement, mais ça n'a rien à faire là, parce que quel est le rapport avec l'opinion publique, avec la place publique, avec son... Pourquoi l'attaquer comme ça? On comprend dans le témoignage que... Tu veux sortir, mon chat? Allez, dis bonjour. T'as grossi.
On comprend dans le témoignage que là, le plaignant n'en a absolument pas parlé à l'accusé, il n'y a eu aucune discussion entre eux. C'est ce qui me dérange là-dedans, hein, c'est qu'on va régler nos problèmes personnels, interindividuels. On va régler ça sur la place publique, tout de suite, direct. Ça va être la première solution qu'on prend, quoi. Alors qu'à la base, hein, si on se renseigne un peu dans la littérature militante, on apprend que à la base, les dénonciations publiques, c'est l'objet de dernière chance, en fait. C'est censé être la dernière chose à faire. Mais là, non. Là, non, non. C'est la première qu'on fait. On ne cherche pas à régler les problèmes en privé entre nous pour que chacun se rende compte, que chacun se rende compte de comment on en est arrivé là. S'il y a un problème, il y a eu une action qui a provoqué une souffrance chez quelqu'un, on va essayer de régler ça entre nous. Là, non, c'est tout de suite, on balance ça sur la place publique et après c'est la merde. Ce qui ne résout absolument rien. Parce que si on pense que voilà, le mec, bon, il aurait dû faire un peu plus attention, on parle quand même d'un mec de 21 ans, bah 21 ans, voilà. Quand on dit que le type à 17 ans, il est pas, il découvre la sexualité, bah 21 ans aussi, hein. 21 ans, il y a des gens, à 21 ans, ils sont toujours puceaux, hein. Il y a des gens, leur première relation sexuelle, c'est à 20 ans. Donc lui, on sait pas, mais à 21 ans, c'est pas non plus, t'es pas très, très bien avancé dans la vie non plus. Et donc, on va régler tout ça sur la place publique, alors que ça ne provoque rien de bon, hein. C'est là le type qui fait ça. Est-ce qu'il se sent mieux maintenant? Il se sent mieux, bah voilà, le mec voilà, qui lui aurait fait une fellation non consentie, bon, bah il a perdu son compte Twitter. Ok, ça va mieux maintenant? Ça t'a fait une thérapie? Tu te sens mieux? Moi, je crois pas. Je crois pas. Bon, moi, ce que je vois dans beaucoup de dénonciations publiques, c'est qu'il y a beaucoup de comportements qui sont décrits, mais qui ne relèvent pas de l'agression, qui ne relèvent pas de comportements de prédateurs, mais qui vont relever le plus souvent de comportements liés à l'inexpérience, à l'immaturité émotionnelle, dans le cas des plaignants, hein, des plaignants et des plaignantes, hein, une immaturité émotionnelle, une incapacité à communiquer, des problèmes de communication, et une immaturité qui ne règle absolument rien. Et ça ne fait que créer déjà de la souffrance pour tout le monde, parce que là, les plaignants, à mon avis, ils n'ont pas, ce qui ne règle absolument rien. Et ça ne fait que créer déjà de la souffrance pour tout le monde. Parce que là, les plaignants, à mon avis, ça leur a pas fait du bien. C'est pas possible de se retrouver comme ça sur la place publique avec des gens qui leur tombent dessus déjà. Hein. Il y en a. Mais aussi avec des gens qui les soutiennent en disant « Mais oui, t'es une victime, oui, t'es victime », et qui vont leur faire croire qu'ils sont victimes alors que pas tant que ça. Et le problème, c'est que si tu te considères comme victime, après, tu te remets pas en question. Et donc, tu risques, si tu t'es mis dans une situation que tu as toi-même mal vécue, y compris a posteriori d'ailleurs, hein, mais si tu t'es mis toi-même dans une situation que tu as mal vécue, mais que tu te dis « Ah, mais j'étais dans cette situation-là parce que je suis une victime, donc j'y suis pour rien, j'ai pas à m'en remettre en question, sinon c'est de la culpabilisation de la victime », dans ce cas-là, tu vas reproduire, tu prends le risque de reproduire ce qui s'est passé. Mais là, non, les jeunes, parce que là, celui qui, le deuxième témoignage, je crois qu'il a 20 ans aussi, hein, c'est un gamin, quoi. C'est quoi le projet, en fait? C'est à chaque fois que vous avez un problème dans votre vie sexuelle et que voilà, vous vous sentez mal, il y a un malaise, quelque chose qui s'est mal passé, au lieu d'en parler, vous allez balancer ça sur la place publique. Qu'est-ce que c'est censé résoudre? Alors on se donne bonne conscience en prétendant que c'est pour libérer la parole, mais libérer la parole en soi, c'est pas une fin en soi. C'est quoi le but? Faire changer les mentalités, hein? On trouve le slogan que la peur change de camp. Ouais, sauf que ça marche pas, c'est un slogan de merde. C'est un slogan de merde. C'est un slogan libéral, ça. C'est un slogan qui part du principe que les gens qui commettent des actes violents, agressifs, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que pour avoir peur de faire quelque chose, il faut s'en rendre compte. Sauf que là, dans son témoignage de fellation non consentie, qu'est-ce qui nous prouve que le mec en face, il se rendait compte de quoi que ce soit?
Alors voilà, on va dire la peur change de camp, que la peur change de camp, comme si toutes les agressions étaient commises par des gens méchants, mauvais, prédateurs, qui savent très bien ce qu'ils font, qui ont tout à fait conscience de leurs actes. Mais ça marche pas comme ça, hein. Si vous pensez ça, c'est que vous avez rien compris au problème et que vous servez à rien. Même en prenant des cas extrêmes, les types qui violent au GHB, par exemple, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est en leur faisant peur qu'ils vont arrêter? Ben non, les types qui sont conscients de ce qu'ils font, c'est pas la peur qui va les arrêter, hein. Le type qui met du GHB pour violer une meuf ou un mec, en l'occurrence, hein. C'est justement parce qu'il sait très bien que s'il se fait prendre, il prendra cher, qu'il fait en sorte de ne pas se faire prendre en droguant la victime. C'est pour ça que, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais il y avait des enquêtes à ce sujet, qu'au cours de ces 50 dernières années, les violeurs en série ont eu de plus en plus l'habitude de tuer leurs victimes pour pas qu'elles ne parlent. En raison du fait qu'au cours de ces 50 dernières années, le viol a été mieux réprimé, qu'il y a eu plus de moyens d'enquête, notamment scientifiques qui ont été mis en œuvre, les violeurs en série, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas arrêté. Hein. Ils se sont mis à tuer leurs victimes pour pas se faire prendre, pour pas qu'elles parlent. Et il y en a qui vont brûler les corps pour effacer les traces, etc. Voilà, c'est la peur doit changer de camp. Ouais, non, ça va pas résoudre le problème. Que ce soit pour les gens qui savent très bien ce qu'ils font, ça va pas régler le problème. Hein. Et ça part en plus du principe que le problème des violences sexuelles, en l'occurrence, ça va être des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui se rendent compte très bien de la situation, alors qu'en vrai, pas du tout. Hein. Homme ou femme d'ailleurs. Hein. Peut-être que j'en parlerai un jour, hein, mais moi j'en ai déjà vu des femmes qui font des choses qu'on pourrait qualifier de viol ou d'agression sexuelle. T'inquiète pas, elles s'en rendent pas compte. Hein. Elles s'en sont pas rendues compte de ce qui se passait. Hein. Bref, voilà, bon, je vais pas faire de conclusion. J'ai présenté plusieurs points tout au long de cette vidéo, notamment, voilà, à quoi ça sert, où est-ce qu'on va, de quoi tu parles. Déjà pour le premier témoignage, c'est ridicule, quoi, victime de quoi. Hein. Enfin, où est-ce qu'on va avec ce genre de témoignage où on a, y compris là en plus, on est quand même sur un cas particulier où c'est interne à la communauté gay, parce que je rappelle que voilà, ce sont de jeunes homosexuels qui s'accusent entre eux de grooming et d'agression sexuelle. Et là, ça devient chaud. Ça devient chaud parce que quand on se dit ouais, c'est bon, quand on balance des mecs blancs hétéros, on s'en fout. Comme si tous les mecs blancs hétéros, ils étaient forcément super solides. Et bien sûr. En prenant l'exemple de riches hommes blancs avec du réseau, du capital financier, social et tout, eux, c'est sûr que ça va. Ok, et bon, là, ça va être au sein de la communauté LGBT, au sein d'hommes homosexuels, au sein d'hommes homosexuels qui vont, ça peut être tendu, là. Il y a quand même eu, au moins, à ma connaissance, il y a eu au moins un suicide. Et combien d'autres? Parce qu'évidemment, pour mettre en avant des mecs connus, qui sont accusés, mais qui tombent pas ou pas assez bien, bon, là, il y a du monde. Mais pour mettre en avant les mecs qui se sont suicidés, on les voit pas, eux. Parce qu'eux, ils parlent pas, vu qu'ils sont morts. Forcément. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ces deux témoignages d'un mec accusé d'avoir couché avec un flic. Ouais, quand même, là, il abuse. Ah, ça se fait pas de coucher avec les flics. Hein. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Ça fait 15 ans que je nique des mères.